Alors ici, quelqu'un qui s'intéresse à la linguistique, un amateur de linguistique ou un étudiant en linguistique dont le pseudo est Bad Linguistique, en fait, il revenait sur une ancienne discussion qu'il a eue, donc sur cette plateforme, ce forum. On va juste lire quelques passages. Là, il résume une ancienne discussion sur un forum. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Plus impressionnant, un utilisateur insiste que l'hébreu n'existe pas. Il le cite. Il n'y a pas une telle chose qui s'appelle langue hébreu. C'est un dialecte phénicien cananéen. Si vous allez considérer si vous allez le considérer comme une langue, donc par par cette logique, l'arabe est aussi vieux que l'hébreu, si pas plus vieux, s'il n'est encore pas plus ancien. Euh, donc, mais ces petites choses-là, c'est, euh, c'est plus qu'on s'écarte du consensus universitaire. En fait, ça se trouve pas, en fait, vous voyez. En gros, ce que moi je suis en train de raconter, c'est difficilement trouvable. Si, Pierre Rossi, en fait. Mais c'est une exception, quelques petites exceptions comme ça. Mais en fait, donc là, cet amateur de linguistique ou étudiant en linguistique, il dit bien, je suis pas spécialiste de l'Antiquité, voyez. Et je résume une ancienne discussion que j'ai eue sur ce forum, et il résume les points les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Chose intéressante que j'ai vue. Regardez, voilà. Je n'en sais pas plus au sujet des anciennes écritures, mais Wikipédia liste que le paléo-hébreu, donc le paléo-hébreu, l'hébreu biblique, est le liste comme une variante régionale du phénicien. D'accord? Alors, c'était où ça? Voilà, regardez. Donc, voilà, on l'avait vu la dernière fois, là, cet alphabet. Ce qu'ils veulent faire passer pour du paléo-hébreu, c'est du phénicien, c'est de l'araméen. C'est la variante de l'araméen dans cette partie du Proche et Moyen-Orient. Regardez, qu'est-ce que nous dit Wikipédia. L'écriture paléo-hébraïque, aussi paléo-hébreu, proto-hébreu ou ancien hébreu, est un système d'écriture trouvé dans les inscriptions cananéennes et araméennes, incluant l'hébreu pré-biblique et biblique du sud de Canaan, aussi appelé comme les royaumes bibliques d'Israël, Samarie et de Judée. Il est considéré être l'écriture utilisée pour enregistrer les textes originaux de la Bible, due à ses similarités avec l'écriture samaritaine. Le Talmud établit que les Samaritains utilisaient encore cette écriture. Le Talmud le décrit comme l'écriture livona, entre parenthèses, araméen, juif, babylonien, traduit par certains comme l'écriture
du Liban, l'écriture libanaise. Cependant, il a aussi été suggéré que le nom est une forme corrompue du néapolitain de Naplouse. L'utilisation de ce terme, l'alphabet paléo-hébreu, est due à une suggestion de 1954 par Salomon Birnbaum. Donc sûrement un universitaire européen ou israélien. Donc c'est nouveau en fait. Vous saisissez la chose. C'est nouveau. C'est en 1954 qu'ils te disent bah, que c'est du paléo-hébreu. Avant c'était admis, quoi. C'est du phénicien. C'est une variante de l'araméen. Donc ce Salomon Birnbaum a argumenté, a prétendu que qu'appliquer le terme de phénicien du nord de Canaan, aujourd'hui le Liban, aux écritures des Hébreux, qui sont du sud de Canaan, aujourd'hui Israël-Palestine, est difficilement maintenable. Le paléo-hébreu et l'alphabet paléo-hébreu et phénicien sont deux variantes régionales, régionales légères de la même écriture. Donc bref, c'est une introduction, elle est contradictoire. Donc tu as un historien, Salomon Birnbaum, un universitaire qui dit que appliquer le phénicien, dire en gros que l'hébreu biblique, le paléo-hébreu, c'est du phénicien, et ben non, pour lui non. Mais la dernière phrase de l'introduction, ils nous disent quand même que vous voyez, là, c'est la dernière phrase, c'est la vision entre deux. Vous voyez? C'est qu'en fait, c'est deux alphabets différents, certes, mais en fait, c'est deux variantes légères, deux variantes régionales légères de la même écriture. Vous suivez ou pas? Vous voyez? Parce que, bah oui, parce que c'est une introduction, c'est écrit par différentes personnes. Et en fait, il répertorie les différents travaux universitaires, les différents points de vue universitaires à ce sujet. Donc, en soi, elle est contradictoire. Vous voyez, à un moment, non, c'est pas du phénicien selon Salomon Birnbaum, mais juste en dessous, si c'est des variantes régionales très légères de la même écriture. Vous voyez? Mais bien évidemment, ce n'est pas de l'araméen, ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas du phénicien à proprement parler. Non, vous voyez, ça, faut pas le valider, ça. Attendez, regardez. La première écriture paléo-hébraïque identifiée dans les temps modernes était les inscriptions royales de Stewart, trouvées en 1870, et donc qui référait à deux larges inscriptions anciennes en hébreu, in Phoenician Letters. À un moment, faut savoir, je sais pas si vous voyez, bah, c'est le bas de linguistique, là, linguistics, l'étudiant en linguistique, c'est ce qu'il disait, là. Il résume la fiche Wikipédia. Oui, mais bizarrement, en fait, oui, bah oui. C'est pas de l'hébreu, c'est du phénicien. Vous voyez la chose? Et c'est ça qui parle, hein. Inscription royale, c'est ça, regardez, je suis parti voir tantôt. Voilà. Waouh, inscription royale. Voilà, ça permet de dire que l'hébreu, ça existe. Bah, je crois qu'en plus, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, vous voyez? Où ils les avaient mis en bleu, en jaune, en rouge. Ça, c'est inscription royale, ça. C'est juste quelqu'un qui s'exerçait à écrire, à étudier le phénicien.
l'arabe ancien, quoi. En Palestine. C'était un hébreu ou non, ou un cananéen, peu importe. Voilà. Ça, c'est inscription royale, ça, selon eux. Ou c'est la chose. Voilà, mais bien sûr, c'est du proto-hébreu. Hein. Faut bien dire que c'est du proto-hébreu. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé, les malheureux, pour valider leur thèse que la langue hébreu est une langue ancestrale. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ils appellent ça inscription royale, hein, en proto-hébreu. Ah, mais oui, c'est toujours contradictoire, vous voyez. C'est en phénicien ou c'est en écriture phénicienne ou en paléo-hébreu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que les fiches Wikipédia, elles sont écrites par différentes personnes. Vous voyez, c'est contradictoire. Donc en haut, c'est en proto-hébreu dans l'introduction. Ah, mais finalement, c'est en phénicien aussi. Vous voyez? Donc, ça, c'est entre guillemets, regardez d'où ça sort. Avigad, 1953, ouais, ça c'est israélien, ça. On va zapper, on va voir l'autre référence. Ah, c'est plus ancien, d'accord. Recherche archéologique en Palestine 1873-1874, Clermont-Ganneau. La plus importante de ces découvertes est certainement que celle-ci avait de bonne fortune de faire de faire deux larges anciennes inscriptions hébreux en lettres phéniciennes. Je pouvais observer à propos que la découverte de ces deux textes était faite longtemps avant que les inscriptions des inscriptions dans les tunnels et par conséquent euh, par euh, par conséquent et par conséquent les gens en général ne semblent pas reconnaître ce fait. Il était le premier qui nous a permis de détenir un spécimen authentique d'une épigraphie monumentale hébreu de la période des rois de Juda. D'accord, mais là, il dit que c'est hébreu. Oui, c'est les Hébreux, mais ça veut pas dire qu'ils ont une langue qui s'appelle l'hébreu ou le paléo-hébreu. Oui, c'est des tribus, oui, les Hébreux, oui, des tribus parmi tant d'autres tribus. Ça veut pas dire qu'ils ont leur langue. Bah, il le dit même, regardez. Deux larges inscriptions en hébreu. In Phoenician Letters. Oui. Soit dit en passant, vous voyez, Marseille, c'est comment on l'appelle Marseille en phocéen. Vous voyez, le terme phocéen. Vous voyez? Oui. Parce que en fait, Marseille, c'est tout comme Carthage, c'est un comptoir phénicien, punique. Vous voyez? Comme on peut s'en douter, les Étrusques en Italie. Vous voyez, bah, c'est des comptoirs, voilà. Donc voilà, je crois que c'est clair. On va pas descendre en... C'est du blabla, quoi. Ouais, mais regardez ce que je voulais vous montrer, en fait. Regardez ce que je vais vous montrer. Et de ce genre de livres, j'en ai des dizaines. Mais vraiment des dizaines, en fait. Voilà, Studies in Semitic Vocalization and Reading Tradition. Regardez comment c'est fait, regardez. Vous voyez, chaque chapitre, c'est un universitaire différent. Donc il y en a un qui va t'écrire sur les gutturales, les voyelles gutturales. Vous voyez, il va faire une étude comme ça comparative des voyelles gutturales entre l'hébreu, l'araméen, l'arabe, vous voyez, les différentes langues sémitiques. Donc là, c'est Dorota Molin, celui du dessus.
le développement des formes verbales hébreux à la lumière du grec et du latin et des transcriptions grecques et du latin, des transcriptions latines et grecques de l'hébreu, etc., etc. Adaptation phonologique et la Bible araméenne et la Bible hébreu. Voilà, I et U. Et il va faire, oui, c'est des études interminables sur des points de détail. Euh, sur des particularités pour noyer le poisson. C'est comme René Guénon, lorsqu'il parlait des orientalistes de son époque, il disait qu'il se lançait dans des études, certes, d'érudition, mais sur des points de détail. Au lieu de voir l'essentiel, au lieu de voir l'ensemble. Et il réalisait comme ça des études interminables sur des particularités. Et au final, sans jamais rien comprendre. Voyez? Parce qu'ils ne voient pas l'essentiel. Regardez ça, c'est drôle. Connecter les points. Tradition phonologique partagée dans le syriaque, l'arabe et l'hébreu. Vocalisation. Donc en fait, ils vont juste expliquer, voilà, là, le T il se prononce comme ça en arabe, en syriaque et en hébreu. Telle voyelle elle se prononce comme ça. Je sais pas si vous voyez la chose, mais attendez, j'en ai des dizaines de ce genre de livres, mais vraiment des dizaines. Ils se perdent en conjecture, c'est tout quoi. Voilà. Phonologie. Proto-sémitique, ancien babylonien, syriaque, urmi, ougaritique, hébreu, arabe classique, arabe égyptien, Géez, tigre, djibali. Ensuite, sur les noms et les pronoms, pareil. Les verbes. Ils se perdent comme ça en conjecture, mais il y a quoi d'intéressant à lire ça en fait, même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quoi de... Ça sert à quoi en fait d'effectuer, de réaliser ce genre d'études. Vous voyez, c'est juste se perdre dans les détails quoi, et noyer le poisson. Il me semble que j'en ai un dernier comme ça. Je l'ai mis où? Voilà. Attendez, voilà, c'était intéressant là. Bref, en vue là, c'est d'une drôlerie. Là, en fait, dans ce livre-là, pareil, livre d'universitaire, en fait, sous couvert d'études comme ça, universitaires, d'érudition, il nous place le truc, l'hébreu est plus ancien que l'arabe. Vous voyez, comme là. This means, this means the speech of the one they refer to is
he doesn't speak Arabic, nor does he bring clear, eloquent speech. C'est ça l'histoire en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme quoi en fait dans le texte arabe, c'est the speech of the one they allude to his barbaric, and this is clear Arabic language. Et donc, bah, il traduit ça par, en fait, quand dans le Coran c'est écrit barbarique, bah en fait pour les Arabes barbarique c'est l'hébreu. En gros c'est ça qu'il est en train de nous, je traduis hein, clairement. Je vous passe en fait les phrases alambiquées d'universitaires. Voilà comment, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Comme quoi là dans cette sourate, lorsqu'il est dit que voilà, vous voyez, c'est ce passage du Coran, et tenter de produire ne serait-ce que un paragraphe qui vaut notre Coran, vous voyez, et en fait comme quoi il s'adresse aux Juifs quoi en fait, il s'adresse en fait comment dire, bref comme quoi c'est une concurrence entre l'arabe et l'hébreu biblique en fait. Et en gros l'idée c'est ça quoi. Je sais pas si vous voyez l'entourloupe. Voilà, c'est Otto Arasovitz, tu vois. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Pour le coup, il n'y a pas de coïncidence là. Là, c'est clair. Et soi-disant, vous voyez le genre de couverture. Vous voyez, édition universitaire. Re-engaging comparative Semitic and Arabic studies. Arabic studies, pourtant le mot hébreu, il revient je sais pas combien de fois quoi. 35 fois quand même. Voilà, donc l'hébreu c'est proto-sémitique, c'est avant l'arabe. L'arabe ça vient après. Voilà, c'est ça. Et pareil comme ça des études. Regardez, ça c'est tous les auteurs. Et ces carrés, ils sont beaucoup. Ils vont te faire un travail propre. Et regardez. Ni clair, ni clarifiant. Vous voyez? Ouais. Alors, directement dans l'introduction, dans la préface, faut placer l'hébreu. Hein. Faut placer l'hébreu tout de suite. This has resulted. Cela a résulté d'une situation dans laquelle les langues sémitiques sont étudiées dans de nombreuses institutions académiques, la plupart exclusivement à l'intérieur de cadres de travail de champs individuels. Voilà, comme quoi eux, ça va être carré là en fait. Voyez. Par exemple, l'arabe dans les institutions pour l'arabe et les études islamiques. Voilà, en fait, les arabes, ils sont pas capables d'étudier leur propre langue. Voilà, nous, on a une vision plus large. Nous, on est de grands universitaires, etc. For Arabic Studies, l'hébreu, oui, bon, ils disent l'hébreu aussi, et l'araméen dans les écoles et institutions divines des études juives, ou le syriaque et l'éthiopien dans les départements d'études du christianisme oriental. Même dans le cas où plusieurs langues sémitiques sont étudiées dans une vicinité proche,
de chaque autre dû à la coexistence des infrastructures respectives. Ouais, bref, d'accord. D'accord. Oui, comme quoi c'est carré, mais... Bref. C'est ça qu'il faut retenir en tout cas. Vous voyez, ça c'est sûr en tout cas, ce qu'on est en train de dire là. Vous voyez, il n'y a pas d'alphabet hébreu, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de proto-hébreu, il n'y a pas de euh, d'hébreu biblique. C'est du phénicien. C'est même Wikipédia qui le dit. De manière, c'est contradictoire, mais quand on connaît le sujet et quand on lit entre les lignes, c'est écrit. Tout simplement. Regardez, je tombe sur des chaînes de linguistes, des chaînes de linguistes, en l'occurrence lui. J'ai posté un commentaire, il l'a supprimé et peut-être même qu'il m'a bloqué. Donc un universitaire américain. Et c'est un vicieux, pourquoi c'est un vicieux? Parce j'ai vu qu'il faisait des lives avec des Palestiniens et des Proches-Orientaux, mais même avec des Palestiniens. Donc voilà, c'est pareil, hein. Donc il va parler de plein de choses, sauf de l'essentiel. Et donc, je lui ai expliqué c'était quoi son sujet, en fait, ça lui a pas plu. Voilà, en fait, voilà, il y a l'acadien, il y a l'araméen, il y a le syriaque, il y a voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il comprend pas son sujet, quoi, en fait. Ou il ne veut pas comprendre, hein. Oui. Néo-aramaïque, vous voyez, c'est toutes sortes d'inventions, quoi. Et on a lui aussi. Bon, j'ai commenté, hein. Je sais pas si lui m'a bloqué, mais pareil, linguiste, hein. Ah oui, regardez. Hello, salamum aleikumu. Et c'est ce qu'il dit en début de chacune de ses vidéos. Là, il dit salam aleikum en araméen. Attends, tu t'es pas dit là que, ah mais les Arabes aujourd'hui et les musulmans, ils disent salam aleikum. C'est peut-être la même langue, non, en fait? Je sais pas si vous voyez comment, en fait, le monde universitaire les emprisonne dans des fausses conceptions. La vérité, en fait, la vérité, l'évidence est en face d'eux, ils ne la voient pas. C'est un spécialiste des langues sémitiques antiques. Là, il dit salam aleikum en araméen. Salamum aleikumu. Non, mais il a pas capté. Donc c'est ce qu'il dit, regardez. Merci. Bienvenue sur ma chaîne au sujet des langues anciennes sémitiques. Voilà, j'ai étudié la linguistique et les langues sémitiques en 2009, etc. Voilà, les PhD quand même, hein. Il est docteur en linguistique. Vous voyez la chose, comment c'est incroyable? Bah, regardez. Arabique, aramaïque, cananéite, classique hébreu, ougaritique, sémitique, etc., quoi. Acadien. Et il n'a pas compris son sujet. Il n'a pas compris son sujet. C'est... Voilà. Vous saisissez, en fait, ou pas, de ce que je suis en train de vous expliquer? Euh, Ah oui, alors que lui, pour sa newsletter, pour s'abonner à sa newsletter, bizarre. Bizarre la présentation de son livre. Je ferai une vidéo en anglais où je le taguerai et où je réfuterai l'une de ses vidéos, une vidéo de 20 minutes là. Voilà, regardez, par exemple là, il va faire une vidéo avec un Éthiopien. Vous voyez, ils vont parler de la langue ancienne, de l'évangile d'Enoch sûrement, etc.
Et il invite des Palestiniens, des Libanais. C'est un vicieux. Donc, il est d'une université américaine. Et bah, quand ça lui plaît pas ce que tu dis, bah, il te zappe tout de suite, hein. Ah oui, lui, pour s'abonner à sa newsletter, il vous demande 80 euros. Je ferai une vidéo, j'étais tombé sur une de ces vidéos où je la réfuterai. Je sais plus c'était laquelle. Je sais plus c'était laquelle, mais c'est pareil, quoi. C'est des contradictions, ils ne s'en rendent même pas compte. Comme ils sont dans des particularités, des points de détail, ils ne voient pas l'ensemble et c'est fou de ne pas voir la contradiction comme ça. C'est parce que, comment dire, c'est le monde universitaire. Vous voyez, ils, ne, ils ont des certitudes. Vous voyez, comment dire, c'est pas des certitudes, c'est des choses qu'on leur a rentrées dans la tête. Vous voyez, en première année, en deuxième année, en troisième année, et ils ne peuvent plus les remettre en question. Vous voyez, c'est en face d'eux, hein, comme je le dis, hein, comme je vais te le dire tantôt. C'est l'évidence, c'est sous leurs yeux, ils ne voient pas. Après, certains, je pense, sont juste programmés, vous voyez, ils ne se rendent pas compte. D'autres, c'est... ils savent ce qu'ils font, vous voyez. D'autres savent ce qu'ils font. Je suis persuadé de ça. Comme lui, je pense que il sait très bien qu'il est en train de noyer le poisson. C'est son travail, en fait. Vous voyez.